Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission qui clôt le mois de novembre, un mois dédié entre autres à la prévention du cancer de la prostate. L'Algérie enregistre annuellement plus de 4000 nouveaux cas de cancer de la prostate, le troisième qui touche l'homme après celui du poumon et celui du cancer colorectal. L'incidence a régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie, une propagation expliquée essentiellement par l'augmentation de l'espérance de vie, l'âge étant un facteur de risque majeur dans cette maladie. Dans cette émission, on essaiera de comprendre les risques liés à cette maladie, l'importance du diagnostic précoce, voire du dépistage, car ce cancer est de très bons pronostics lorsqu'il est détecté suffisamment tôt. Quel traitement propose-t-on aujourd'hui pour ce type de cancer? Comment évaluer le rapport patient-soignant, puisqu'il s'agit d'une maladie souvent taboue qui touche la personne dans son intimité, voire sa masculinité? Enfin, parvient-on à garantir un semblant de vie normale pour nos malades pendant et après les traitements? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Dr Zaidi Sarah. Vous êtes oncologue médical au CHU de Nimsous. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Walid Al-Arbi Sid Ahmed. Vous êtes chef de service urologie à l'établissement spécialisé en transplantation d'organes et de tissus à Blida. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, professeur Ben Aqila Kamel. Vous êtes urologue au CHU Bebloued. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Un autre habitué également de l'émission nous rejoint ce soir. Il s'agit du docteur Mejdal Abbas. Vous êtes radiologue libéral. Bonsoir. Bonsoir. Merci, messieurs, dames, d'avoir accepté mon invitation pour venir sensibiliser autour de cette thématique qui, à mon avis, n'est pas suffisamment abordée. Le cancer se propage dans le monde, on en parle depuis toujours, j'ai envie de dire, ou surtout ces dernières années, se propage d'une manière inquiétante. Le cancer de la prostate a également connu une augmentation de l'incidence. Les chiffres officiels donnent quelque chose comme 4000 nouveaux cas chaque année. Professeur, est-ce que vous pensez que c'est représentatif de la réalité? Vous me disiez tout à l'heure, en dehors de l'enregistrement, que vous pensiez plutôt que ça serait même le premier cancer de l'homme avant le cancer colorectal et avant celui du poumon. Oui, absolument. Depuis l'apparition du taux de PSA, donc vous voyez très bien que l'incidence augmente. L'incidence, oui. C'est-à-dire le nombre de cas apparus par an. Oui. Par 100 000 habitants. Donc ça augmente de façon vraiment exponentielle. Et comme vous l'avez si bien expliqué, c'est-à-dire c'est lié à l'augmentation de l'espérance de vie, bien entendu, et aussi au dépistage, surtout par le taux de PSA. Oui. Alors là, on dit, professeur Narila, on dit que l'âge médian de la découverte de cette maladie est à peu près à 68 ans, mais malheureusement, force est de constater qu'en Algérie, on voit de plus en plus de personnes jeunes touchées par cette maladie. Est-ce qu'on a une explication? On voit à peu près, on peut faire un parallèle aussi dans le cancer du sein, par exemple. Il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont touchées bien avant 40 ans par le cancer du sein, par exemple. Est-ce qu'on peut expliquer cela? Merci. L'explication qu'on peut donner, premièrement, c'est un cancer qui commence à partir de 50 ans, 55 ans. Mais il ne faut pas oublier une tranche de population jeune qui est touchée ces derniers temps et tout ça. Donc il faut penser à faire des enquêtes oncogénétiques. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui font des cancers de prostate, ça existe. Et rechercher aussi des familles qui font aussi les cancers du sein et de l'ovaire. Et les femmes font ces cancers, mais leurs hommes font des cancers de prostate. C'est pour ça, parfois, il y a certaines recommandations quand on trouve ces patients qui sont de plus en plus jeunes, qui font des cancers plus agressifs. Là, il faut faire une enquête. Arriver pratiquement, c'est certaines études, à 40 ans, ils commencent à faire le dépistage. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens, à partir de 50 ans, d'aller se dépister, etc. Et aussi donner une information. Si on trouve, par exemple, je pose un diagnostic chez quelqu'un qui a un cancer de prostate, lui dire il faut demander à vos enfants, etc., à un frère avec un autre frère, etc., ou le papa qui avait un cancer de prostate, et diagnostiquer, de dire aux enfants de venir, etc., à partir de 45 ans, commencer à faire le dépistage. Oui, plutôt en fait que, plutôt que la moyenne. Mieux et gérer ce cancer. Absolument. Alors, docteur Zaidi, on vous a vu l'année dernière sur la même thématique, rappelez-vous. Je suis curieuse de vous poser une question. Est-ce que les choses vont mieux depuis une année? Est-ce qu'on parvient à avoir une meilleure prise en charge depuis le temps qu'on s'est vu?
Alors, on en a parlé hors antenne tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière? Eh bien, on peut au moins dire que le nombre est en augmentation. Il y a beaucoup plus de malades depuis l'année dernière seulement. Est-ce qu'on les prend mieux en charge au fur et à mesure qu'on les prend en charge? Peut-être bien, puisque nous arrivons quand même à... Est-ce qu'on réduit aujourd'hui les taux de mortalité? On parvient à réduire le taux de mortalité? On en meurt encore du cancer de la prostate? On en meurt. Sur la carte du monde, on figure dans la zone où l'incidence est en augmentation et la mortalité aussi est en augmentation, contrairement à d'autres endroits sur la carte, par exemple les États-Unis, l'Amérique du Nord, où l'incidence est beaucoup plus importante, mais la mortalité est moindre par rapport aux zones comme les nôtres. La prise en charge, tout simplement. Peut-être les dépistages aussi qui sont tardifs aussi, on peut incriminer aussi les dépistages. Les dépistages partout dans le monde, c'est des dépistages personnels, n'est-ce pas, sur le plan personnel. Tout comme chez nous, peut-être que chez nous ça devrait changer parce que peut-être que nous avons des particularités liées à notre population qu'on devrait rechercher. Oui. Et pour ce faire, il faudrait peut-être dépister massivement. Professeur Labi, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste rejoindre M. Benakila quand il a parlé des antécédents familiaux de cancer de prostate. Mais il n'y a pas que ça, il y a des spectres de cancer. Oui. Il y a le cancer de l'ovaire, le cancer du col, le cancer du côlon. C'est-à-dire pas forcément un cancer de la prostate. Pas forcément. Il ne suffit pas d'avoir un cancer de la prostate dans la famille pour dire « Ah tiens, je devrais peut-être me dépister avant l'âge de 50 ans ». Non, il suffit, il faut on peut avoir un cancer de l'ovaire, on peut avoir un cancer du sein. Il faut se poser la question si génétiquement on n'est pas prédisposé au sein de la même famille à développer un cancer. En l'occurrence, le cancer de la prostate. On reviendra en tout cas sur ça dans les facteurs de risque. Professeur, justement, sur la mortalité, j'aimerais vous faire réagir. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à réduire, parce que c'est vrai qu'un cancer, même s'il est détecté tardivement, au même stade, il a de meilleures chances de survie. Cette personne a de meilleures chances de survie sous d'autres cieux, alors que chez nous, on va voir un taux de mortalité, malheureusement, qui reste assez élevé. Est-ce que c'est dû aussi, en grande partie, au diagnostic qui reste tardif ? Tout à fait. Il y a déjà la prise en charge dès le diagnostic. Il faudrait que ça soit une prise en charge spécialisée, je dirais même hautement spécialisée, et en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs médecins s'entourent de ce patient pour essayer de choisir la meilleure façon de le traiter et la meilleure façon de lui faire... il a le cancer, mais c'est la meilleure façon de lui apporter un confort, justement, et de suivi dans ce type de maladie. Que voulez-vous que je vous dise? La prise en charge, elle est là, hein, nous sommes là, nous faisons des dépistages, mais le dépistage va intéresser quelle tranche de population? C'est la question. C'est une question que je vous poserai plus tard. Qui dépister, justement? Très bien, parfait. Alors, on a réussi justement ces dernières années, quand on voit, alors on est en novembre, un mois précédé par le mois d'octobre, octobre rose, on a réussi finalement à instaurer une véritable pédagogie de dépistage. Professeur Benakila, pourquoi on a du mal aujourd'hui à le faire avec le cancer de la prostate? Mais on le fait, chacun le fait dans sa consultation. On fait dans l'information. Peut-être qu'il y a un manque d'information pour informer les gens, mais je vous dis franchement, on le fait sur toute l'année et on demande aux patients de consulter, etc. On n'attend pas l'apparition des signes, parce que l'apparition des signes dans le cancer de prostate, pratiquement, il est dépassé. Donc on demande aux gens, comme je vous l'ai dit, à partir de 50 ans, et ça nous arrive de trouver en consultation des patients qui viennent nous voir. Il nous dit, docteur, moi j'ai rien du tout, je viens pour faire mon dépistage, pour faire dépistage, et ça un dépistage individuel. On ne peut pas faire, ça n'a aucun sens de faire un dépistage de masse. Oui. Docteur Mjdel, sur la même question, pourquoi on n'arrive pas à instaurer une vraie pédagogie de dépistage concernant le cancer de la prostate, contrairement par exemple au cancer du sein? Oui, la comparaison est très, très juste. À mon avis... Rien qu'à voir le matraquage médiatique, par exemple, pendant tout le mois d'octobre. Quand on arrive au mois de novembre, moi, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup d'émissions, ni beaucoup d'articles de sensibilisation, par exemple, par rapport au dépistage du cancer de la prostate. On n'en parle pas beaucoup, justement, oui. Dans le milieu masculin,
C'est tabou. C'est tabou, on pense que c'est la maladie des personnes âgées, voire très âgées. Et s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas du tout lieu d'aller consulter. Parfois, même avec des symptômes, beaucoup d'hommes ne sont pas, leur attention n'est pas attirée à les consulter parce qu'ils pensent qu'une petite brûlure, une petite difficulté urinaire, le fait qu'ils se lèvent deux fois la nuit pour aller uriner, c'est un phénomène plus ou moins, entre guillemets, normal à partir d'un certain âge. Et donc l'information n'arrive pas dans les esprits de la population en gros. Et c'est pour cela justement que ce genre de discussion, ce genre d'émission est d'une importance capitale. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que pendant longtemps, on a quand même peut-être négligé en quelque sorte cette maladie en disant que c'est un cancer latent, qui n'est pas agressif, qu'on peut vivre avec et qui ne touche que les seniors, encore une fois? Moi, je dirais peut-être que nous avons priorisé d'autres types de cancers, probablement. C'est peut-être en termes de chiffres aussi, parce que les chiffres qui peuvent être biaisés, parce que quand on dit 4000 cas, comparé au cancer du sein qui explose littéralement avec 15 000 cas par an, peut-être qu'on se dit que les priorités ne sont pas forcément là. C'est justement ça, mais personnellement, je suis très convaincu que les chiffres dont nous disposons sont très loin de la réalité, que la mortalité qui est liée à la maladie au cancer de la prostate est beaucoup plus importante au sein de la société. On n'en parle pas assez. Autre chose, on essaie de sonder un petit peu les patients à chaque fois qu'ils arrivent pour des symptômes à notre niveau, pour une échographie, pour une IRM, pour autre chose, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui les a motivés. Eh bien, on va trouver que pour eux, ce sont des symptômes plus ou moins sont trop d'importance et que le fait de leur parler déjà de cancer de la prostate, c'est quelque chose de choquant. Absolument. Il faudrait commencer alors à faire le travail d'en parler et d'aller vers la population. C'est le but en tout cas de cette émission, c'est de libérer la parole. Justement, je vous proposais peut-être pour plus d'explications de regarder un reportage qui revient justement sur le cancer de la prostate. C'est un reportage signé Frial Hamdi. Regardez. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Ce cancer se développe à partir des tissus de la prostate, quand des cellules y mutent et se multiplient de façon incontrôlée. Le cancer de la prostate, comme son nom l'indique, c'est un cancer, c'est-à-dire que c'est le développement anarchique de cellules dans la prostate, à l'intérieur de la prostate, qui vont par la suite, naturellement, leur histoire naturelle, vont se propager à l'extérieur du corps et donner des métastases, comme dans tous les cancers. La particularité du cancer de la prostate, tout d'abord, c'est sa fréquence. C'est l'un des cancers les plus fréquents et c'est le plus fréquent chez l'homme. Dans notre pays, ce n'est pas le cas, mais dans d'autres pays, c'est le plus fréquent chez l'homme. Donc l'importance de cette question, donc nous sommes déjà au mois de novembre, c'est le mois de sensibilisation du cancer de la prostate et des maladies masculines, d'une part, et d'autre part, c'est un cancer classiquement qui est facile à traiter lorsqu'il est pris à temps. Dans la plupart des cas, le cancer de la prostate est une tumeur qui évolue lentement et qui n'entraîne pas de symptômes. Le cancer de la prostate est un cancer qui est souvent, très souvent silencieux. Donc on parle de silent killer. C'est l'assassin silencieux ou bien le tueur silencieux. Parce qu'il ne va pas donner de signes. Donc on peut avoir un cancer de prostate et n'avoir aucun symptôme. Dans d'autres situations moins fréquentes, le patient peut ressentir des signes mictionnels, c'est-à-dire relatifs à sa miction. Des difficultés à uriner, il urine plus fréquemment que d'habitude, il peut avoir du sang dans les urines. Et dans les stades malheureusement un petit peu avancés ou un petit peu dépassés, le patient par exemple peut avoir des douleurs osseuses qui seraient dans ce cas dues à des métastases. On peut parler plutôt de facteurs de risque. Les facteurs de risque du cancer de la prostate, on peut citer l'âge, c'est-à-dire qu'il est plus fréquent lorsqu'on avance en âge. Par ailleurs, on a aussi l'origine ethnique. Il y a des ethnies qui sont plus exposées que d'autres. Et aussi le caractère familial. Il y a une notion d'hérédité qui a été bien démontrée au niveau du cancer de la prostate. C'est-à-dire si le patient ou bien la personne a des antécédents familiaux, donc son oncle, son papa, ses cousins paternels présentent un cancer de prostate, il sera plus susceptible de développer un cancer de prostate. Seuls les cancers métastatiques entraînent douleur, compression ou fatigue.
Rarement, l'évolution locale peut générer des difficultés à uriner. Mais quels sont les différents types de cancer de la prostate? On distingue 3 stades de cette même maladie. Donc la maladie localisée, c'est-à-dire un cancer qui reste au niveau de la prostate, il est bien circonscrit. C'est les stades de début, c'est les stades les plus simples, les plus faciles à traiter. Le deuxième stade, c'est le cancer localement avancé. C'est-à-dire que ces cellules, ces petites cellules cancéreuses sont sorties un petit peu de la prostate et sont autour de cette prostate. Ils ne sont pas partis plus loin. Donc c'est le deuxième stade. Le troisième stade, par contre, c'est un stade avancé. C'est lorsque ces cellules sont parties au niveau de la circulation sanguine et ont donné des métastases. C'est le cancer de prostate métastatique. C'est la fin de la maladie et malheureusement, à ce niveau-là, on ne peut donner qu'un traitement palliatif. C'est-à-dire on va diminuer la douleur, on va améliorer la survie du patient, on va lui donner une bonne qualité de vie. Le cancer de la prostate est parmi les maladies les plus fréquentes chez l'homme en Algérie. Ce type de cancer a connu une augmentation rapide depuis le début des années 2000. Pas moins de 2500 cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués chaque année dans notre pays. On est déjà à l'antenne. Alors on a vu dans le reportage justement qu'il s'agit d'une maladie insidieuse qui souvent se déclare sans symptômes. J'ai envie de revenir, c'est un moment qui est primordial avant de revenir sur tout ce qu'on a vu un peu dans le reportage avec détail, en l'occurrence le moment de l'annonce. Alors, comment vit-on ce moment et est-ce que nos médecins sont aujourd'hui formés, docteur Mejdel, pour annoncer une maladie comme le cancer de la prostate où on va annoncer à une personne littéralement saine qu'elle a un cancer? Alors, la première obligation du médecin déjà, c'est d'informer son patient du type de sa maladie, de répondre aux questions de son patient et de lui dire que voilà votre dossier et vos analyses, vos bilans, votre biopsie conclut à telle ou telle maladie. Effectivement, c'est problématique d'aller annoncer à une personne qui a très très peu de symptômes ou des symptômes qui sont très très banaux, je veux dire, qu'il a une maladie qui s'appelle le cancer. C'est évidemment problématique. Après, ce qu'il faudrait, sans trop essayer de donner de recommandations non plus, c'est d'ouvrir la porte devant le patient aux ressources thérapeutiques et à l'avenir de la vie du patient avec cette maladie, de lui expliquer quels sont les moyens qui lui permettent de vivre de toutes les façons, d'autant plus que c'est une maladie qui risque d'être diagnostiquée à l'âge de 45 ans, qu'il est possible de vivre avec cette maladie, d'être accompagné et de gérer toutes les petites complications tout autour du problème que nous venons de lui annoncer. Oui. Professeur Benarri, est-ce qu'il arrive de proposer des consultations de couple, par exemple pour le cancer de la prostate? Parce qu'il faut dire quand même que c'est une maladie d'abord qui a une dimension psychologique, parce que comme je le disais tout à l'heure en préambule, elle touche la masculinité de la personne et c'est une maladie littéralement du couple aussi. Bien sûr, c'est très important. De dire en plus, il y a un travail pédagogique qui est fait avec le patient dès le début. Ça se fait chez nous? Bien sûr. Non, ça se fait et on le fait. Oui. On le fait, chacun le fait, je pense, à sa consultation. C'est-à-dire ça dépend de la personne, du médecin lui-même. Exactement. Non, il faut ramener le patient, on explique, même quand on fait des conférences aux étudiants. Non, je veux dire, en termes de formation, on n'est pas encore... c'est-à-dire on n'est pas encore formé, peut-être pour des consultations d'annonce, voire deux consultations d'annonce, quand il s'agit du cancer de la prostate. Mais après, c'est au cas par cas, ça dépend des médecins. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça, exactement. Oui. Et pour vous dire un petit peu... je parle de ma petite personne, j'ai fait une formation dans l'annonce du diagnostic. Comment on annonce un diagnostic grave du cancer, etc. Le patient, il y a un travail pédagogique qui est fait dès le début. Dès qu'il commence à avoir son PSA élevé, déjà il commence à douter. Absolument. Donc les choses commencent à s'installer. C'est-à-dire on arrivera directement, on prend le malade, on lui dit vous avez ça. Non. Après on fait une IRM par exemple. Exactement. Après on fait une biopsie. La biopsie, il y en a pas de qui arrive. Et là, on pose le diagnostic. On pose l'IRM avant la biopsie? Oui. Maintenant, c'est comme ça. C'est pas après, c'est avant pour bien cibler la biopsie. Donc, il y a le radiologue qui va vous en parler, etc.
Donc, il y a un travail qui est déjà fait sur le plan pédagogique. Et bien sûr, il faut qu'il y ait des étudiants, nos étudiants, on doit leur enseigner comment annoncer un diagnostic grave, comment annoncer une mort, etc. Pour revenir à votre question... Des consultations de couple. Des consultations de couple, on le fait. Et généralement, quand on annonce comme ça des diagnostics importants, donc il faut dire aux patients que vous aurez, par exemple, si j'opère une prostatectomie, par exemple, ou bien même si on fait une hormonothérapie pour la chirurgie, le patient, vous risquez d'avoir une incontinence parmi les complications de cette chirurgie. Et il y a aussi la dysfonction érectile. Absolument. Parce que là, on va toucher un petit peu au nerf et tout ça. Et la décision, elle n'est pas prise seule, elle est prise avec le couple, etc. Parce que c'est la vie du couple qui est engagée. C'est clair. En plus de ça, c'est un cancer, comme on disait tout à l'heure, qui peut-être dans de nombreux cas ne progresse pas très rapidement. Donc on a le temps peut-être de prendre la décision. C'est ça, ça se passe comme ça. On pose le diagnostic et on opère généralement le patient 2 mois après. Il aura le temps, etc. Nous, on laisse le temps pour la cicatrisation de la prostate parce qu'on a fait de la biopsie et pour mieux l'opérer et éviter de laisser des cellules tumorales sur place. Oui. Docteur Zaidi, justement, est-ce qu'on accepte aujourd'hui un diagnostic pareil, c'est-à-dire un cancer, c'est littéralement catapulter la personne dans l'inconnu, rien que le nom, quand on dit un cancer, ça fait peur. Et est-ce qu'on adhère au traitement, justement, parce que les traitements dans la prostate particulièrement sont très contraignants? Oui. De manière générale, je vous avouerai que les gens se portent mieux quand ils ne sont pas trop informés du détail du détail. La plupart des patients se laissent aller. Ils vous disent, oui, faites ce qu'il faut faire, si je dois faire ceci. Mais ils ne cherchent pas vraiment à connaître vraiment le diagnostic. Mais laissez-moi vous dire que le patient sache exactement ce dont il s'agit. Est-ce qu'il y a pas un problème éthique qui se pose aussi? Le problème éthique, il se pose de toute façon. J'y arrive. Le patient, à partir du moment où il est informé, il sait à quel stade il est, qu'est-ce que ça va engager par la suite. Il adhère mieux au traitement, il accepte mieux le traitement, il comprend mieux les choses. Ça nous facilite la tâche et on avance ensemble avec le patient, avec son entourage et on anticipe, si vous voulez, les étapes et le patient est plus rassuré, il est adhérent. Par contre, quand il lui-même il est dans le déni, souvent les parents ils sont autour, s'il vous plaît, on ne veut pas trop le bousculer. Si ça se trouve, si on lui annonce, il risque de carrément abandonner tout. Je ne suis pas tellement d'accord parce que finalement, c'est le patient qui doit être informé. Après, libre à lui s'il veut en informer l'entourage ou pas. Souvent, quand on en parle au patient lui-même, on lui explique que ça le concerne lui et qu'il n'a pas envie que les autres le sachent, qu'il le fasse. Ça se passe plutôt mieux. Et le patient adhère mieux, comme je disais, au traitement et accepte mieux les contraintes du traitement aussi. Professeur, on dit depuis tout à l'heure, c'est une maladie insidieuse. Elle n'a pas de symptômes à cette maladie. Ou alors, peut-être qu'il y a des symptômes qu'on devrait rappeler justement pour que les gens sachent ce que c'est. Mais justement, c'est le piège là. Il ne faut pas attendre les symptômes pour se faire dépister. Justement. Pas du tout. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, en dehors de... Avant l'émission, que ce cancer était au niveau de la périphérie de la prostate. Donc pour arriver au centre, pour créer des symptômes, là c'est un petit peu trop tard. On n'attend pas. C'est le message à faire passer, je pense. Absolument. Il ne faut pas attendre l'apparition des symptômes pour aller se faire consulter et faire un taux de PSA. C'est quoi un taux de PSA? On en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est un antigène spécifique à la prostate. C'est une prise de sang. C'est une prise de sang simple, à la recherche d'un antigène qui est spécifique à cette prostate. Ça ne veut pas dire que si nous avons des taux de PSA qui sont plus ou moins au-dessus de la normale, on s'alarme, on dit... Il n'y a pas que le cancer qui fait augmenter ce taux. Voilà, donc il faut être bien clair là-dessus. Après, il faudrait faire d'autres explorations, comme disait Dr Benaqila. Absolument. Et je rejoins mon ami, bien sûr, Benaqila, pour dire que le diagnostic est annoncé de façon graduelle. Pas comme ça, on va dire aux gens, comme ça, vous avez... Bien sûr. Et même le diagnostic s'installe graduellement. Parce qu'au départ, il y a ce taux de PSA, effectivement. Ensuite, dès qu'il y a suspicion de ce type de cancer, on demande à nos patients de faire l'IRM. L'IRM prostatique centré sur... Maintenant, elle se fait très bien, les gens savent la faire. Ensuite, à partir de ce moment-là, on détecte un nodule
et on oriente vers la biopsie. Donc, vous voyez comme ça se fait graduellement. Et généralement, les patients adhèrent, et même les familles adhèrent, ils acceptent. Oui. Est-ce qu'on fait le toucher rectal? Est-ce que c'est un examen qu'on arrive aujourd'hui à banaliser? Tout à fait. Oui. Tout à fait. On le fait en préparant, en expliquant surtout aux malades ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on recherche à travers ce geste-là. Voilà, et ils adhèrent, bien sûr. Absolument, oui. Oui, docteur Narila. Je voulais dire, toucher rectal très important. Parfois, on tombe sur des nodules à PSA normaux. Oui. D'accord. Donc, PSA normal. Donc, il faut faire attention. Donc, dans le cadre de dépistage, c'est impératif. Toucher rectal, PSA. Oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui, docteur Mjdel, d'instaurer, encore une fois, je reviens à la charge, des campagnes de dépistage, j'ai envie de dire, organisées? Et si on doit le faire, qui doit-on dépister? Alors, comme on le dit depuis le début de l'émission, le dépistage du cancer de la prostate se fait sur le plan individuel. C'est-à-dire des patients qui vont se présenter avec des symptômes urinaires. On va aller faire un taux de PSA et on va aller faire une évaluation au niveau en consultation. Ça, c'est clair. Après, évidemment, quand il y a d'autres facteurs de risque qui s'ajoutent, comme l'âge, ou sinon les antécédents familiaux de cancer de la prostate, ou sinon un contexte néoplasique cancéreux dans la famille, il faudrait être un peu plus vigilant vis-à-vis de ces personnes-là. Mais par contre, ça ne peut pas ressembler aux campagnes de dépistage du cancer du sein. C'est un petit peu pas vraiment la même chose. C'est-à-dire le travail qui doit être fait auprès de la population, c'est un travail surtout d'information et de transmission d'un certain niveau de culture médicale à propos de ce problème de santé qui est le cancer de la prostate, et d'essayer d'éveiller un petit peu les consciences et de dire aux gens que si vous avez des symptômes, si vous pensez que dans votre entourage il y a un peu trop de cancer, il vaut mieux aller consulter à partir d'un certain âge votre médecin généraliste ou sinon le médecin urologue qui va faire un examen clinique, un toucher rectal et un taux de PSA. Oui. Professeur, quels sont les facteurs de risque justement qui vont nous pousser à aller nous faire dépister? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qu'on doit détecter justement pour se faire dépister? Déjà, le facteur de risque numéro 1, c'est les antécédents familiaux. Oui, on en a parlé tout à l'heure, la génétique. Déjà. La génétique, oui. Tout à fait. Dans la famille, s'il y a un cancer de prostate déjà, chez l'oncle, chez le papa, chez les frères, pour rechercher ça. Ou bien chez la jeune féminine, c'est-à-dire son entourage féminin, un néo du sein ou un cancer de l'ovaire. Ça nous prédispose. Absolument. Ça, si on a ça dans la famille, il faut aller, comme l'avait dit si bien dit le professeur Ben Aqila, dès l'âge de 40 ans, 40-45 ans, aller se faire dépister sans attendre les symptômes. Oui. Maintenant, pour les autres hommes, je préconise qu'ils fassent, les hommes à partir de 50 ans, qu'ils fassent leur dépistage sans attendre toujours les symptômes. Même au toucher rectal, nous avons des taux de PSA élevés avec un toucher rectal tout à fait normal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se faire dépister dès l'âge de 50 ans, aller faire une consultation en urologie avec un taux de PSA. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut parler aussi de tabagisme, de sédentarité? Bon, vous allez me dire ça que c'est un peu incriminé dans tous les cancers, c'est pas spécifique. Oui. Il y a une chose que les hommes devraient savoir. Oui. La localisation de cette prostate. Elle est localisée au niveau d'un carrefour urogénital, et que l'homme, nous trois hommes, on est assis sur notre prostate. Oui. Donc je dirais aux hommes de ne pas rester trop assis sur les chaises, faire du sport, éviter cette position assise. Donc, finalement, tous les hommes ne sont pas égaux quand même devant cette maladie, finalement. Absolument, mais on voit qu'elle augmente de façon significative et les recherches justement se fassent dans ce sens-là pour essayer de trouver la cause de cette élévation. Alors, 50 ans, c'est ça, l'âge à partir duquel il faudra penser à faire son taux de PSA, c'est ça, 50 professeur? ans, oui. Il faut pas que de PSA, il faut consulter un médecin, que ce soit un médecin généraliste. Même si on n'a aucun symptôme, il faut le faire. Il faut y aller voir son médecin généraliste ou un urologue, etc. Et un toucher rectal, un PSA et hypofinal. Juste pour dire qu'en Algérie, je reviens un peu en arrière, on avait beaucoup de patients qui étaient métastatiques.
Oui. C'est maintenant qu'on est en train de voir les courbes un petit peu descentes, etc. Et que on commence maintenant, c'est maintenant, parce qu'il y a un travail, on continue à faire un travail, on arrive au cancer localisé, localement avancé, et les métastatiques qui est, je dirais pas qu'on a éradiqué, mais quand même éradiqué plutôt. Par contre, qui commencent à avoir plus de patients qui sont au stade utile thérapeutique, c'est-à-dire soit opérés, soit il faut les éradier. À quel point il est utile justement de diagnostiquer précocement? Le cancer, il est dans la prostate. Non, c'est-à-dire ça change quoi finalement? Quand on détecte, vous avez dit qu'il y a quelques années, on avait des cancers métastatiques, voilà, c'est découvert à un stade assez tardif. Oui. Qu'est-ce que cela change aujourd'hui si on arrive, pour que les gens comprennent, un diagnostic précoce, qu'est-ce que cela change dans le pronostic? Le pronostic, ça rallonge la vie. Pourquoi? Oui. Parce que dans les traitements aussi, peut-être c'est important. Le traitement, il est précoce. Le diagnostic, il est précoce. Le traitement, il est précoce. On ne laisse pas les patients arriver à des situations très, très difficiles, métastatiques et tout ça. Il y a docteur Zaidi qui est pratiquement tout le temps avec ses patients. Il faut voir qu'est-ce qu'ils vivent comme situation, parfois très dramatique. Oui. Docteur Zaidi, justement, on dépiste, pas on dépiste, on diagnostique aujourd'hui nos malades à quel stade, généralement? On est toujours en majorité métastatique. On n'a pas encore réussi à faire basculer les choses. Il faut savoir que, comme disait le docteur Mechtel tout à l'heure, on n'attend pas les symptômes pour il faut vraiment un réel travail de sensibilisation. Un homme doit avoir à l'esprit qu'il doit doser ses PSA à partir d'un certain âge, pas lorsqu'un symptôme urinaire se déclare, parce que le symptôme urinaire, à moins qu'il ait une hypertrophie bénigne de la prostate, il faut que la tumeur soit vraiment développée, et là déjà on est déjà bien avancé dans la maladie. Le travail de sensibilisation, et pour ne pas perdre le fil de ma question, oui, on est toujours dans la majorité métastatique. Il y a des patients qui ne passent même pas chez l'urologue. On découvre leur maladie chez le rhumato parce qu'ils ont fait une fracture pathologique, ou alors ils ont fait un épanchement pulmonaire, ils atterrissent en pneumo, et on rebrousse le chemin pour arriver au diagnostic de prostate. Donc c'est pas particulièrement de chez l'urologue que le patient atteint d'une prostate métastatique qui nous parviennent. Oui, malheureusement. Voilà. Alors, professeur, quand même, faut-il rappeler les symptômes, même si vous me disiez tout à l'heure que l'enjeu est de consulter bien avant les symptômes, mais il faut les rappeler quand même. Il y a des symptômes de la prostate, en fait, je vais dire là, les symptômes de la prostate, de l'hypertrophie. C'est une dysurie, c'est-à-dire une difficulté à pisser, c'est les allées fréquents aux toilettes, se lever plusieurs fois la nuit pour pisser. Là, je ne voudrais pas alarmer les gens, parce que là, on va rentrer mais il faut quand même consulter. Voilà, tout à fait. Là, il faut consulter son urologue pour justement un examen urologique et demander un bilan. Voilà. Oui. Alors voilà qui nous amène un peu au traitement. Alors comment ça se passe? On disait tout à l'heure que les traitements quand même sont contraignants, et puis les retentissements aussi de ces traitements sont... Mais pas uniquement les traitements, les retentissements déjà de la prostate, avant déjà de traiter, ils sont déjà très lourds. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une discussion entre le médecin et le malade? Est-ce qu'il y a... notamment lorsqu'on parle par exemple d'ablation, est-ce qu'il y a des malades qui peuvent refuser et qui disent non, moi par exemple j'ai pas encore d'enfant, je préférerais attendre? Comment ça se passe? C'est la situation, vous décrivez la situation pratique, oui. Et c'est de la vraie vie. Il y a des gens qui refusaient par exemple de se faire opérer, ils préfèrent la radiothérapie par exemple. Il y a d'autres, il y a certains, il faut dire aussi que la radiothérapie aussi, bien sûr, elle n'est pas dénuée, j'ai envie de dire, de retentissement. Exactement, tout traitement a ses effets secondaires. Oui. Mais je pense qu'il faut expliquer au patient qu'il y a un pronostic vital qui est engagé. Il faut lui expliquer que ça va de sa vie. Après, je me dis peut-être il y a un prix à payer quelque part. Quand on achète quelque chose, on doit payer un prix pour garder sa vie aussi. Je pense qu'on peut faire des concessions. Mais je pense que la meilleure façon, c'est de savoir parler au patient. C'est l'approche. C'est cette approche. Et quand le patient sent un peu de l'empathie de la part de son médecin, généralement, il adhère au traitement. Il adhère à la décision. Et malgré ça, on leur donne le choix. Regardez qu'est-ce qui se fait. Allez-y à la maison.
réfléchissez, discutez, je ne sais pas, parce que généralement, c'est en Algérie, de toute façon, quelque chose de bien. Quand quelqu'un est malade, c'est toute la famille qui l'entoure. Et on l'aide dans la décision. Il est soutenu. Exactement, c'est excellent. Il faut dire, docteur Zaidi, que tout le monde n'est pas opérable. Hein. Tout le monde n'est pas traitable dans le cancer de la prostate. Pas opérable. Peut-être M. Benakela serait mieux placé. Non, je veux dire qu'il y a des cas qu'on va peut-être surveiller. Hein. C'est quand je dis qu'ils ne sont pas traitables ou qu'ils ne sont pas opérables. On arrive à un point très important. Oui. Vous préférez que ce soit professeur Non. Je pourrais répondre brièvement. Oui, il y a des patients qui sont âgés, qui sont plutôt âgés et chez qui on découvre un nodule périphérique de la prostate avec un taux de PSA qui évolue lentement. C'est ça, voilà. Ce sont les cancers qu'on dit pas agressifs, c'est ça ? C'est des patients chez qui on va évaluer leur espérance de vie et estimer l'intérêt d'aller leur proposer un traitement qui va être agressif finalement. Absolument. Pour le peu de temps qu'il leur reste peut-être à vivre. C'est des cancers qui ne vont pas évoluer rapidement, qui vont laisser le patient jouir d'une vie confortable, sans contrainte et tout. C'est ces patients-là que peut-être on va proposer une surveillance pour eux. Surveiller comment, professeur ? On a les moyens de reconnaître aujourd'hui un cancer. Par exemple, s'il est détecté chez une personne qui n'est pas très âgée, est-ce qu'on a les moyens de reconnaître un cancer agressif ou pas ? Tout à fait, avec toutes les explorations dont nous disposons actuellement, et c'est disponible en Algérie, on peut le faire et on peut le savoir. Maintenant, il y a toute une palette de prise en charge, depuis, comme elle le dit si bien, depuis la surveillance, surveillance à partir de quoi ? C'est-à-dire un examen clinique et un taux de PSA annuel. Régulier. Même si le malade n'est pas vraiment âgé, même si le malade se porte bien, il a un petit cancer, je dirais, je vais donner un terme scientifique, Gleason 6. Donc c'est un patient à surveiller, sans toucher à sa dysfonction érectile, sans toucher à son incontinence. Parce que là, vous faites la chirurgie ou la radiothérapie, comme c'était. On devient agressif, en fait, avec les cancers agressifs. Voilà. Quand ils sont localisés, on peut leur proposer soit la chirurgie ou la radiothérapie. Quand ils sont localisés. Quand ils sortent de la capsule, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur zone, ils deviennent localement avancés. Là, tout dépend. On peut orienter vers la radiothérapie avec l'hormonothérapie. Et là, si ça devient métastatique, c'est l'hormonothérapie et la chimiothérapie. C'est le traitement anti-hormonal en réalité. Voilà. Oui. Et c'est toute cette palette dont nous disposons pour traiter ce genre de maladie. Justement, alors aujourd'hui, on parle à peu près de 30% de personnes qu'on va surveiller, ou mes chiffres ne sont pas très, très justes. On parle de 7 personnes sur 10 à peu près qu'on va opérer. À peu près, oui. Je vais dire, la surveillance, il y a 2 types de surveillance. Il y a la surveillance active. La surveillance active, c'est une personne, on a fait de la biopsie, parce qu'il y a des conditions de la surveillance active. On ne surveille pas n'importe qui. Un PSA inférieur à 10, une seule carotte positive chez un patient, au-delà de 50 ans et tout ça, et on lui explique, la surveillance active est un traitement, mon ami. C'est un traitement. Et on peut lui proposer éventuellement, une fois que le PSA il dépasse les 10, quand on a refait la biopsie, généralement on surveille par IRM une fois par an, on refait les biopsies, on trouve, au lieu qu'il soit de 3 plus 4, il passe à 3 plus, par exemple, il devient agressif. Là, le patient, on lui dit, stop, on arrête, on va passer à un traitement actif, soit la chirurgie, soit la radiothérapie. Il y a d'autres personnes, comme l'a dit le Dr Zaidi, ce qu'on appelle le watchful waiting. C'est des gens qui ont une espérance de vie de moins de 10 ans, et on les surveille. Et dès qu'il y a aggravation de la symptomatologie, hop, on met une hormonothérapie. Voilà. Oui. Alors, les traitements, si on doit revenir aujourd'hui, est-ce qu'on a accès au traitement, Dr Mchdel, est-ce qu'on a accès au traitement aujourd'hui ? Alors, l'année dernière, on avait posé longuement, j'ai envie de dire, la problématique de la radiothérapie, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a accès au traitement ? Notamment la radiothérapie, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de réacteurs, quelque chose comme 13 ou 14 réacteurs qui étaient en panne. 3 viennent d'être réparés, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a aujourd'hui accès au traitement ? Surtout la radiothérapie, parce que vraisemblablement, elle est très importante dans le cas échéant. La disponibilité des traitements, si c'est pour les traitements chirurgicaux, il n'y a généralement pas de problème. Les chirurgiens urologues sont là, le travail se fait, il n'y a absolument aucun problème. Après, pour ce qui est de la radiothérapie, le problème se pose toujours.
Vous venez de le dire, un grand nombre de réacteurs sont en panne. Les patients qui relèvent de la radiothérapie, quel que soit le cancer dont ils souffrent, trouvent un problème pour se faire traiter parce qu'il y a des délais aussi à respecter pour la radiothérapie. Au-delà des délais, de la disponibilité d'un point de vue, je veux dire, logistique, il y a le problème de la distance. Il y a des patients qui se retrouvent beaucoup, c'est un problème qui nous revient très souvent. Ce sont des patients d'Alger, par exemple, qui peuvent avoir un rendez-vous de radiothérapie à Sétif, mais comment va-t-il s'installer à Sétif pour faire toutes ces cures de radiothérapie? C'est-à-dire le problème de la radiothérapie se pose toujours. Et je sais qu'il y a eu une promesse d'ouverture de 2 ou 3 centres de radiothérapie à Alger ou dans l'Algérois. Et visiblement, le projet est toujours en attente. Professeur Larbi, justement sur cette question, est-ce que le manque de moyens, je parle particulièrement de la radiothérapie parce qu'elle est très importante encore une fois dans le cas échéant, vous pousse parfois à faire des choix qui peuvent être très difficiles, par exemple faire une ablation radicale de la prostate au lieu de faire une irradiation avec la radiothérapie? De toute façon, l'approche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on propose aux patients déjà. On peut lui proposer, parce que c'est les mêmes résultats entre la chirurgie et la radiothérapie. On lui propose les deux techniques. Mais quand même, j'ai envie de dire, une ablation, quand même, elle s'apparente à une castration. C'est très difficile à accepter. Justement. D'où vous l'entendez bien, absolument. Oui. Et discuter, et c'est au malade de choisir. Quand on a le choix, professeur, quand on n'a pas de radiothérapie, on doit lancer à partir de cette émission-là un appel aux autorités pour dire, parce que nous avons des centres privés, pour justement prendre en charge ce type de malades par la sécurité sociale. Et qui partent se faire irradier dans les centres privés. Absolument, et qui soient pris en charge. On n'arrête pas de le répéter dans cette émission, justement, même pour le cancer du sein. On se lassera jamais de le dire. Absolument, c'est très important de le rappeler, qu'il faut penser aujourd'hui justement à prendre en charge les malades par le biais de la sécurité sociale, parce que c'est très difficile de ne pas avoir accès au traitement lorsqu'on a un cancer. Docteur Zaidi, il y a une autre problématique aussi qui est posée aujourd'hui, pas uniquement dans la problématique de la prostate, mais là aussi, on peut encore la poser, c'est la problématique des bons chirurgiens. Parce qu'on sait que pour la prostate, on a parlé des problèmes d'incontinence post-opératoire. On a parlé également, on avait dit que c'est un carrefour entre les fonctions urinaires et les fonctions sexuelles. Donc, du coup, les deux fonctions vont être altérées. Est-ce qu'on a de bons chirurgiens qui arrivent quand même à préserver ces fonctions? Oui, heureusement, on a que ça. Donc, ce qui fait notre force. Et on a accès aussi à la chirurgie, où là encore, il y a des goulots pour parvenir à faire... Non, en fait, ça, c'est le travail interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on se concerte entre nous au sujet d'un patient et tout. Et le chirurgien est forcément sensibilisé au cas. Je voulais rebondir à ce que vous disiez, M. Albi. Tous les candidats à la radiothérapie ne sont pas forcément résécables. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à opérer mon patient, je peux toujours le proposer à une radiothérapie. Mais les patients qui relèvent de la radiothérapie ne peuvent pas tous être réséqués. C'est-à-dire, l'idée, c'est un traitement curateur. On est censé tout retirer par le geste chirurgical. Et si l'extension, on va dire, locale et loco-régionale de la maladie ne permet pas un geste curateur, ça limite les choix du chirurgien. Mais quand on a un candidat à une chirurgie, il suffit d'en parler avec l'urologue. Et oui, je peux vous dire qu'on a de bons urologues, de bons chirurgiens urologues. Oui, professeur Knarila, alors si on peut rappeler brièvement, s'il ne nous reste pas beaucoup de temps, les traitements. Alors on a parlé de la chirurgie, donc on propose une ablation radicale, c'est ça? C'est ça, la prostate, la vésicule séminale, bien sûr, on fait toujours pour conserver un petit peu la continence, très important, et bien sûr de préserver ces bandelettes neurovasculaires qui sont responsables de la dysfonction érectile. Donc c'est très important, d'excellents chirurgiens qui sont améliorés. Si vous permettez, alors les fonctions, pour qu'on comprenne, alors on a parlé des fonctions érectiles et les fonctions urinaires, elles sont déjà altérées par la maladie. C'est-à-dire, c'est pas uniquement les traitements qui vont venir les altérer. Ça dépend. Dans certaines situations, oui, il y a des gens qui viennent, même s'il a une hyperplasie. On parle d'une personne sur deux dont les fonctions érectiles sont affectées par la maladie. À partir de 50 ans, il y a quand même une baisse un petit peu de cette activité et tout ça. Mais
Mais ce n'est pas le cancer qui diminue ces deux fonctions. D'accord. Sauf si on a une grosse prostate, donc automatiquement, on n'urine pas bien. Mais quand on fait de la chirurgie, le risque, c'est l'incontinence. C'est autre chose, c'est pas la rétention. Oui, il faut dire qu'il y a des gens qu'on peut porter des couches, bien littéralement, sûr, après la maladie. C'est pour ça qu'il faut conserver le col visical, faire attention, etc., et d'opérer les patients, et de choisir les bons patients. Mais on peut récupérer cette fonction, bien sûr, professeur dans la rééducation, post-thérapie, post-chirurgicale, bien sûr, on est avec des rééducateurs qui sont aussi qui sont très performants, et on arrive à récupérer pas mal le pourcentage de continence chez nos patients. Oui. Professeur Oueljarbi, justement, pour rester sur cette problématique, justement, on avait dit carrefour entre les fonctions, j'insiste, parce que ça change littéralement la vie des gens. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de récupérer ces fonctions après la chirurgie? Tout à fait, même la dysfonction érectile, s'il tombe entre de bonnes mains, et si le cancer est localisé, n'est pas bilatéral, intéressant les deux joues, là, il peut justement épargner, d'un côté, si vous voulez, ces bandelettes neurovasculaires dont il parlait, et conserver sa fonction, cette fonction érectile. Maintenant, si le cancer prend les bandelettes, on est obligé, sinon on va laisser des marges positives, c'est-à-dire on va laisser quelques cellules cancéreuses, et c'est pas bon. Et c'est pas bon parce qu'on sera obligé de faire un travail, une chirurgie, une autre technique de rattrapage. Oui. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Le temps imparti à l'émission est terminé. On retiendra le dépistage avec un taux de PSA à l'âge de 50 ans, messieurs. Il est important de se faire dépister. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.